Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Joseph Ruiz et Quentin Gérard qui va nous raconter une histoire quand même qui est à peu près délirante, parce que là on va aller en Chine, vous allez voir, parce que ça s'invite sur les réseaux sociaux chinois cette histoire, et ça s'invite aussi dans les assiettes de nos amis chinois à propos de leur dessert. Alors j'en dis pas davantage, évidemment vous avez compris, il s'agit de Philippe Catherine, un des artistes intervenants au cours de la soirée de cérémonie d'ouverture, avec une performance artistique très particulière et très controversée, mais c'est d'abord un chanteur, Quentin Gérard, ce Philippe Catherine. Oui, rappelez-vous, on est vendredi dernier, peint tout en bleu à moitié nu en Dionysos, allongé au milieu d'une salade de fruits et entouré de drag queens, il avait interprété ça. Je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Une prestation qui n'a laissé personne indifférent, forcément, devant plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. On l'a même accusé des déplacements amatoires. Exactement, ça a fait polémique en France. Elle a reçu un autre accueil en Chine, en revanche. Oui, parce qu'il s'est excusé, notamment hier, si ça a pu choquer certaines personnes, cette prestation. Elle avait même été censurée, vous savez, aux États-Unis ou au Maroc également, mais c'est en Chine qu'on va s'attarder. Parce que les Chinois n'ont rien trouvé de christique, eux. Non. Et ce passage, il a bien été diffusé, même si au départ, les commentateurs de la grande chaîne de télé nationale en Chine étaient perplexes. Ouais, c'est plutôt les internautes que ça a fait réagir, Quentin. Oui, Philippe Catherine est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux chinois. Il a même été surnommé, écoutez bien, de l'artiste Schtroumpf. Effectivement, c'est clair. Il y a un côté Schtroumpf, c'est vrai. Oui, ça le bleu, quoi, ça y fait. Dans les publications, on peut y voir des choses assez surprenantes, comme des dessins, des peintures et même, écoutez bien, des recettes de cuisine qui le représentent en chanteur Schtroumpf. Des fans l'ont revisité en intégrant des éléments de la culture chinoise. D'autres ont aussi tenté des cosplays pour limiter, vous savez, ces déguisements de la culture manga qui ont pour but de représenter les personnages de jeux vidéo, ou justement les stars des mangas, notamment pour les jeunes. Et de nombreuses vidéos parodiques et challenges sont aussi apparues sur les différents réseaux sociaux. Ouais, et puis il faut qu'on aille regarder, en effet, vous allez sur Twitter, vous allez sur Instagram par exemple, ou TikTok même, vous verrez ces desserts en pâte de fruits bleus, rouges, avec une véritable sculpture en pâte de fruits de Philippe Catherine. Est-ce qu'il s'y attendait? Je suis pas sûr. Voilà, ça c'est un des revers de la médaille des Jeux Olympiques, des coulisses en tout cas. Et puis alors il y a un autre personnage, si l'on peut dire, c'est pas un personnage vivant, mais c'est un objet qui est devenu un symbole éminent de cette magnifique soirée d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est la vasque, le ballon qui a été inventé et qui monte tous les soirs et qui est monté avec ce symbole de la flamme olympique qui est d'ailleurs dans une bulle d'eau. Il n'y a rien de flamme, rien de combustible en tout cas. Oui, exactement Thierry, et ça fait vraiment, c'est populaire, il n'y a plus aucune place pour aller l'admirer tous les soirs. À chaque tombée de la nuit, la vasque s'illumine pour le plus grand bonheur des spectateurs qui sont réunis donc aux Tuileries, sont fascinés, et c'était déjà le cas en 1783 après la première ascension historique des frères Montgolfier. Au même endroit. Exactement, comme nous le montrent des peintures de cette époque, conservées où ? Au musée Carnavalet à Paris, où une salle entière leur est dédiée. Donc sur Sud Radio, aujourd'hui, on a le conservateur en chef de ce musée à Paris, José de los Llanos. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour monsieur le conservateur en chef. Vous êtes responsable du cabinet des arts graphiques et du département des maquettes de ce musée Carnavalet. On rappelle, c'est dans le 3e à Paris. Est-ce qu'on peut parler quand même de fascination, d'une espèce de ballomanie en France ? Absolument, oui. L'expérience effectivement que vous relatez date de l'automne 1783, et en fait il y avait deux expérimentateurs, enfin deux familles d'inventeurs concurrents, les frères Montgolfier d'un côté et les frères Robert de l'autre, qui ont créé véritablement les premiers ballons. Alors les frères Montgolfier, eux, ont opté pour des ballons gonflés à l'air chaud. Donc il faut imaginer que dans une nacelle, il y avait une sorte de foyer qui était entretenu et qui permettait au ballon de s'élever. Et les frères Robert, associés à un physicien Jacques Charles, eux ont opté pour l'hydrogène, qui était en fait beaucoup plus moderne dans sa manière. On produisait déjà de l'hydrogène comme ça? On venait de découvrir, c'est un Anglais, Cavendish, qui avait découvert l'hydrogène en 1761. Et on commençait à savoir comment le produire, notamment avec de l'acide chlorhydrique.
cylindrique. Mais effectivement, pendant l'automne 1783, Paris a été en permanence, si je puis dire, peuplé de ballons qui s'élevaient. Les premiers ballons ont été expérimentés sans voyageurs. Les premiers êtres animés, c'était juste au début du mois de septembre, depuis Versailles, là, pas depuis Paris. Devant Louis XVI, on a envoyé un mouton, un coq et un canard dans les airs, qu'on a récupéré. Et le mouton a fini ses jours dans la bergerie de Versailles. On peut dire que c'est sur cet espace. C'est devenu une folie. C'est devenu vraiment une folie. Une ballon mania, comme vous le dites, effectivement. Non seulement il y avait les ballons que l'on fabriquait mois après mois, si je puis dire, parce que c'était assez facile à fabriquer malgré tout. Et on faisait des expérimentations dans le ciel. Donc dans le ciel de Paris, très souvent on voyait ces ballons qui partaient de Paris ou qui rejoignaient Paris. Et puis il y avait toutes sortes d'objets. Alors c'est devenu une ballon mania. On a porté des ballons sur ces boutons de gilet. Il y avait des papiers avec des ballons, il y avait des chaises qui étaient décorées de ballons, des assiettes qui étaient décorées de ballons, des baromètres ou des horloges qui étaient des horloges au ballon. Enfin, il y avait des ballons partout. Ça a duré une dizaine d'années à peu près au début de la Révolution. Cette mode du ballon s'est un peu estompée. Oui, mais le ballon, ça a été finalement le premier aéronef de l'histoire de l'humanité, avant que les avions ne viennent un jour le remplacer. Mais le ballon, ça a été par exemple Gambetta, qui est pendant la Commune et après la défaite de Sedan dans les années 1870, un siècle plus tard, qui part en ballon et qui quitte Paris et l'encerclement de Paris par les Allemands, les Prussiens, et qui va essayer de remonter une armée pour essayer d'attaquer les Prussiens. Le ballon était l'objet qui permettait de se déplacer dans l'air à l'époque, avant que l'avion n'arrive. Mais alors du coup, les Tuileries, où s'est envolée cette vasque, c'est le lieu même de naissance du premier aéronef, parce que c'était quoi? Parce que c'était un grand terrain, parce que c'était central. En fait, il y a eu deux endroits qui ont été favorisés. C'était le château de Versailles, où habitait Louis XVI, et puis le Tuileries, qui était au centre de Paris, mais qui était aussi devant le palais du roi. Donc, dans les deux cas, il s'agissait de trouver un endroit symbolique, iconique, fort, si je puis dire, où la foule pouvait être amenée à regarder ce ballon. Après, on a reproduit tout cela en gravure, en tableau, en dessin, etc. Ça permettait d'avoir, comme aujourd'hui, j'allais dire, une belle perspective sur le jardin des Tuileries, le palais des Tuileries qui existait encore à l'époque, et le ballon qui s'élevait dans les airs. Et on imagine que pour vous, c'est une opportunité absolument incroyable. Est-ce qu'il y a une espèce... Les Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques et cette cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'au musée Carnavalet, on vient vous voir et on vous demande, on s'intéresse un peu plus encore Depuis le début de cette semaine, oui. Auparavant, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu préparer du tout, parce que comme vous le savez, tout ça est resté secret. Oui. Ah, vous n'étiez pas prévenu? Non, on n'était pas prévenu. Si on avait été prévenu, on aurait peut-être pu accompagner un peu la. Oui, mais ça fait partie du jeu, c'est pas grave, ça. Oui, tout à fait. Je dis ça pour. Ça va, vous arrivez à gérer le flux? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est le seul musée à Paris qui a une salle qui est dédiée à ça. Donc effectivement, où on voit des tableaux, des gravures, des objets qui racontent cette histoire de l'ascension au jardin des Tuileries. Il y a un petit tableau tout à fait charmant d'ailleurs qui montre la perspective qu'on voit aujourd'hui. Donc avec le ballon au premier plan, les sculptures des chevaux qui sont à l'entrée de la place de la Concorde par derrière, et puis les Tuileries. Donc on peut comparer avec les photographies qu'on pourrait faire aujourd'hui avec le chaudron dans les airs. Et est-ce que vous imaginez au fond, c'est la question que certains sont en train de se poser, d'abord que cette vasque, que ce ballon reste aujourd'hui définitivement comme un nouvel objet symbolique de Paris, et ça devienne comme la Tour Eiffel, pourquoi pas, comme le Champ de Mars, comme surtout l'Arc de Triomphe, un des nouveaux symboles de Paris. Oui, ça me semble tout à fait légitime, en effet. Alors il faut quand même, je pense, avoir en tête que si on garde le ballon, il faudra éteindre le chaudron, parce que symboliquement, normalement, le chaudron n'est allumé que quand les Jeux Olympiques ont lieu. Et oui, bien sûr. Donc il restera le ballon et une vasque dessous, mais pourquoi pas. Ça permettra de rappeler effectivement cet épisode tout à fait important dans l'histoire des premières ascensions de ballon. Ce que vous disiez tout à l'heure était tout à fait juste. C'est à la fois ça le côté plaisant, amusant et un peu anecdotique. Mais c'est la première fois qu'un homme se retrouvait dans les airs, si je puis dire, avec tous les à côté que ça peut produire. C'est l'avantage pour des géographes, par exemple, d'avoir une vue précise sur des paysages qu'ils ne connaissaient que de manière théorique. Prendre de la hauteur. Et puis, très vite, ça a eu aussi un intérêt militaire. Pendant la Révolution, il y a eu les premiers ballons d'observation militaire au moment où la France était en guerre contre le reste de l'Europe. Ouais, très très intéressant. Voilà, José de los Nayos, merci d'avoir été avec
avec nous, conservateur en chef du musée Carnavalet à Paris. On le rappelle, pour voir ses peintures, du coup, c'est le musée Carnavalet, c'est rue de Sévigné, dans le 3e, et rien de plus simple. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Vous le confirmez? Oui, c'est gratuit. Les salles sont ouvertes tout le temps. Génial. Donc vous pouvez entrer, demander où ça se trouve et on vous guidera. Eh ben, merci José de los Llanos, donc conservateur en chef du musée Carnavalet à Paris. On dit qu'en ce moment, les musées se visitent moins parce qu'il y a moins de touristes. On voit bien le musée du Louvre en ce moment qui fait des tweets de très jolies communications autour de la Joconde qui vous attend. Elle vous attend, la Joconde. Elle est là. Elle n'a pas été volée. Voilà. Eh bien non. On peut aller dans les musées. Il y a de la place encore, évidemment, mais il y a du monde. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des JO dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.